C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire, mais c'est toujours sur Radio Grand Lac, sur le 92.1, sur radiograndlac.com, à Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget, et bien au-delà encore, grâce à votre écoute. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, et merci. C'est une autre histoire, c'est notre ami Julien qui est là aujourd'hui. Ça va, Julien ? Ça va, impeccable. Tu es en forme ? Oui, avec ces boutons de manchette bleu, blanc, rouge. C'est ça. On va parler aujourd'hui de l'histoire de France. On va parler d'un grand événement de l'histoire de France qui est survenu il y a très exactement 104 ans et 7 jours. C'est ça. D'où la cause du report d'une semaine, parce que c'était férié la semaine dernière. C'était férié la semaine dernière, pour ça qu'on ne t'a pas retrouvé le deuxième jeudi, mais le troisième jeudi de novembre, c'est-à-dire le lendemain du troisième vendredi de novembre, pardon, donc le lendemain du troisième jeudi. Et pour rien au monde, je n'aurais raté le repas des anciens combattants de Challes-les-Eaux. Tout à fait. Ça s'est bien passé ? Super. Moi, j'ai fait le même Albin, c'était bien aussi. Toujours des très bons moments. Oui. Alors, tu vas nous parler de cette grande date dans l'histoire de France, de ce jour où des milliers, des dizaines de milliers de poilus ont dû souffler, ont dû pleurer, ont dû rire, ont dû s'amuser. Malgré les pertes immenses, on va bien sûr parler du 11 novembre 1918, de cet armistice, comme on appelle. On verra la différence, puisque une capitulation, un armistice. L'armistice, ce n'était pas la fin de la guerre, c'était simplement la cessation des combats. C'est ça. La fin de la guerre. On en parlera tout à l'heure. Si mes souvenirs sont bons, c'est le 28 juin 1919. C'est ça. Traité de Versailles. Allez, on y va. Julien, c'est une fois par mois, c'est une autre histoire. Et là, tu vas nous parler de cet armistice du 11 novembre 1918. Allons-y. Eh bien, bonjour Jean-Pierre. On fait un petit coucou à Sandra également, qui nous écouter de là où elle est. Ça fait un peu entre ici, Jean Moulin. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac pour cette déjà 19e émission. Dis donc, mais c'est une autre histoire, oui, non mais ça. La prochaine c'est la 20e alors. C'est ça. Ça s'arrose. Oui. Coca fraise pour moi. D'accord. Et donc consacré à un événement historique en lien avec le mois en cours. Donc après être revenu sur la vie de Simone Veil le mois dernier, afin de faire écho à la sortie de son biopic dans les salles obscures, son film s'intitulait Simone, le voyage du siècle. Eh bien aujourd'hui, nous allons nous replonger dans une des pages les plus glorieuses de l'histoire de la France, avec, comme tu l'as dit, l'armistice du 11 novembre 1918, qui est le jour de la victoire de la Première Guerre mondiale. Nous allons voir dans l'heure qui arrive quelles ont été les étapes ayant abouti à la fin des combats de la Première Guerre mondiale, qui était le conflit le plus sanglant que le monde ait alors connu. Mais aussi, nous allons voir pourquoi le 11 novembre est entré dans la légende et dans la mémoire. Mais comme j'en ai l'habitude, il est important de revenir sur le contexte de cette période, et force est de constater qu'après des mois, voire des années d'immobilisation, vous connaissez tous, vous voyez tous la carte avec les tranchées qui vont de la mer du Nord jusqu'à la frontière de la Suisse, le front de l'Ouest a connu de multiples bouleversements. Nous sommes en 1918. Et, parce que là je parle du front de l'Ouest, mais le front de l'Est, me direz-vous. Du côté des Russes, après la révolution d'octobre-novembre 1917, la célèbre révolution bolchevique, les bolcheviks, justement, qui ont renversé le tsar, veulent conclure la paix. C'était d'ailleurs le point principal de leur programme, du pain et la paix. Et cette paix, elle sera signée à Brest-Litovsk. Il n'y a rien à voir avec Brest en Bretagne. Rien du tout. On est dans l'actuelle Pologne. Le 3 mars 1918, entre la République bolchevique de Russie. Alors attention, le terme URSS n'apparaîtra qu'en 1922. C'est pour ça qu'on ne parlera pas du RSS. Et les États dits centraux, c'est-à-dire l'Allemagne et ses alliés, donc Allemagne, Autriche-Hongrie, Bulgarie, Empire ottoman. C'est ce qu'on appelle les États centraux. C'était ce qu'on appelait la triplice. La triplice, voilà, tout à fait. C'est ça. Ce traité de paix eut des conséquences importantes. Face à la triple entente. La triple entente, voilà, tout à fait. Non, mais il n'y a pas de souci, Ce traité de paix eut des conséquences importantes pour la suite des combats, car les Allemands sont enfin débarrassés du deuxième front et peuvent se concentrer sur une grande offensive à l'ouest. Donc en fait, pour récapituler, fin des combats à l'est, donc ils peuvent rapatrier l'ensemble de leurs troupes du front russe jusqu'à la frontière belgeo-française. Mais à l'ouest, les Allemands ils vont tomber sur un os, et ce dernier, excusez-moi de l'expression, sera très difficile à ronger, car il s'agit de l'armée américaine, qui est enfin arrivée en nombre, alors tant en hommes qu'en matériel, sur le continent. C'est plusieurs centaines de milliers d'hommes qui sont maintenant là.
On rappelle quand même que les États-Unis étaient neutres et il a fallu que les Allemands coulent le Lusitania. C'est ça. Et entrée en guerre en 1917. En 1917 et puis entrée en gare un peu plus tard parce que le temps qu'il traverse tout à fait. l'océan Atlantique. Nous voilà. C'est ça, tout à fait. Et en fait, pour chaque camp, les choses elles sont claires. En fait, c'est le printemps qui va être déterminant. Le printemps qui est en fait la saison traditionnelle pour mener des offensives. Ah, pourquoi ? Parce que forcément, on évite d'attaquer l'hiver. On le voit encore maintenant avec la guerre en Ukraine. On sait que les positions sont plutôt figées parce que pendant l'hiver, c'est plus compliqué. Les conditions sont plus dures. Voilà, plus compliqué de combattre. Les Allemands veulent vite en finir et lancent une grande offensive. Alors quand je dis grande, c'est une immense offensive. C'est l'offensive Ludendorff. C'est le nom du général en chef des armées allemandes. Bon, alors si vous voyez également le terme bataille du Kaiser, c'est pareil, ce sont les offensives de 1918, mais côté allemand. Donc le Kaiser, c'était l'empereur. L'empereur Guillaume II. Et ça vient aussi de César. C'est ça. Et de tsar. Kaiser, tsar, César, c'est la même. C'est la même étymologie. D'ailleurs, le tsar Nicolas II et l'empereur Guillaume II. Ils étaient cousins, comme le roi d'Angleterre. Ils étaient tous cousins. En fait. Ils avaient tous la même grand-mère. Voilà, c'est ça. Victoria. Donc, pour résumer, cette série d'offensives, elle débuta le 21 mars par une percée des troupes allemandes sur plus de 50 km contre les Anglais, qui, dans un premier temps, sont submergés. Mais sur l'ensemble des offensives, il n'y a que ce secteur qui connaît une avancée importante des troupes allemandes. Parce que du côté de la Belgique, à Ypres, alors Ypres en belge. Le fameux gaz. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a la ville de Ypres et juste à côté, je ne sais pas si tu connais, c'est la ville de Ypaper. Ypaper, d'accord. Les Belges continuent de tenir. Donc les Belges, ils continuent à tenir leur position, même s'ils reculent de quelques kilomètres. Et en fait, partout ailleurs, l'offensive elle est enrayée par les Français et les troupes fraîches venues des États-Unis qui peuvent, bien sûr, maintenant, qui sont aptes à combattre et qui défendent les positions. En fait, les Allemands, ils sont à bout de force, ils sont plus en capacité de poursuivre leur avancée et le ravitaillement en vivres et en munitions ne suit plus la cadence et les Alliés, par une défense habile des lieux stratégiques, empêchent toute percée d'envergure. Le bilan de cette offensive, il est terrible. 690 000 hommes perdus du côté allemand, 860 pour les Alliés. Quand je dis perdus, c'est blessés, tués ou faits prisonniers. Mais le principal, en fait, il est là. L'élan, il est brisé et les Alliés, ils peuvent renouveler les hommes tombés par l'apport des renforts américains. Puisque, en fait, on a maintenant des troupes fraîches qui sont sur place. Dès le mois d'avril, les Allemands, ils atteignent leur avancée maximale et ils vont maintenant se heurter à une terrible contre-offensive alliée. C'est une offensive qu'on appelle l'offensive des 100 jours et ce sera la dernière opération d'envergure de la Première Guerre mondiale. Et elle se soldera par une avancée spectaculaire des troupes françaises, anglaises et américaines, notamment grâce à l'utilisation des chars de combat. On a tous en tête, vous savez, ces gros engins blindés avec les chars Renault. Des chars Renault, voilà, qui n'avaient rien à voir avec ceux que l'on découvrira pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très rustique, mais c'est très costaud. Oui, mais bon, ils ont quand même permis. Ils ont permis de briser les lignes allemandes. En fait, en 3 mois et 3 jours, du 8 août au 11 novembre 1918, les Allemands perdront 1,3 million d'hommes et reculeront partout sur le front en abandonnant même leur ligne défensive qui s'appelle la ligne Hindenburg, du nom du futur président du maréchal Hindenburg. Maréchal Hindenburg, voilà, et qui a été après président, président de la République allemande. Et qui mettra même un certain Adolf Hitler, chancelier, le 30 janvier 1933. Tout à fait. Devant ce désastre, les Allemands, ils comprennent que plus rien n'arrêtera les Alliés et il faut négocier la paix avant que le sol allemand soit occupé. Vous savez, c'est la fameuse théorie du coup de poignard dans le dos, puisque vous savez que la Première Guerre mondiale s'est arrêtée sans que les Alliés n'entrent en territoire allemand. En fait, tous les territoires conquis par les Allemands en 1914 sont repris. Les Alliés allemands, ils demandent la fin des combats les uns après les autres. Donc le 31 octobre, les Turcs signent un armistice. Le 3 novembre, c'est l'Autriche-Hongrie. Alors c'est l'armistice de Villa Giusti. Le 7 novembre, les négociations débutent pour mettre la fin au combat sur le front des Balkans, parce que vous savez que la Première Guerre mondiale, il y a le front à l'Est, le front à l'Ouest et tout ce qui est du côté des Balkans, de l'Europe centrale. Là où tout avait commencé. Tout avait commencé, tout à fait. Et pour ne rien arranger aux affaires allemandes, le pays il est aussi en proie aux révoltes ouvrières et le risque d'une révolution similaire à celle de Russie incite à demander un armistice. Et en fait, il faut le demander très rapidement. Parce que les troubles en Allemagne, ils sont sérieux. Et on le voit dès octobre-novembre 1918. En fait, il y a les gerbes d'une révolution. Vous savez, c'est la révolution berlinoise qu'on va appeler plus tard la révolution spartakiste.
Et ça débute, cette révolution, avec la mutinerie de marins dans une ville qui s'appelle Kiel, c'est une ville portuaire. Et cette révolution, enfin ces troubles, vont se propager rapidement dans les centres urbains de l'ensemble de l'Allemagne. Donc dans certaines villes, le drapeau rouge des bolcheviks, il remplace le drapeau impérial. Et en fait, partout, la panique s'étend, puisque on ne veut pas que l'Allemagne tombe sous le joug d'une révolution bolchevique. Alors il faut entreprendre des réformes profondes et surtout rapides pour ne pas tomber dans l'anarchie ou ce que l'on peut appeler la révolution rouge. Pour les autorités, il faut en fait entreprendre une révolution d'en haut, c'est-à-dire c'est le pouvoir qui met en place les réformes afin de ne pas subir une révolution d'en bas, c'est-à-dire un mouvement populaire. Le 28 octobre, changement de constitution et le régime devient officiellement parlementaire. Donc on avait un empire et maintenant on a un empire parlementaire. L'empereur Guillaume II ne le sait pas encore, mais il vit ses derniers jours à la tête de l'État allemand. Défaite militaire, troubles intérieurs. En fait, pour sauver ce qui peut l'être, il faut demander l'interruption des combats. C'est la seule solution. Alors en fait, il faut demander la fin des combats et non négocier, parce qu'en fait, les Allemands sont tellement dans un état, on va dire, catastrophique, tant militaire que politique, qu'ils ne sont en état de négocier rien du tout. Nous sommes le 8 novembre à 10h du matin. Le président du Conseil, donc nous sommes en France, Georges Clémenceau, informe le président de la République, Raymond Poincaré, qu'il a eu une récente conversation avec le maréchal Foch, qui était le chef... généralissime. Généralissime, chef d'état-major des troupes alliées en Europe. Et donc, Georges Clémenceau déclare à Raymond Poincaré, tout est fini, l'Allemagne est à bout. Donc, le président Poincaré, il prend la route, il s'en va direction la Belgique pour en informer le roi des Belges, qui est le roi Albert Ier, qui est aussi indéfectible et un courageux allié, parce que les Belges n'ont pas eu tout leur territoire conquis. Il y a une poche belge qui a toujours résisté pendant la guerre. Et puis pour la suite, nous allons voir ça après c'est la première pause musicale. Nous en sommes au 8 novembre 1918. Les choses s'accélèrent, les événements avancent et la victoire approche. On revient après cette petite pause musicale. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire, mais c'est effectivement une grande histoire aujourd'hui puisqu'on parle du 11 novembre 1918. Il y a 104 ans et une semaine prenait fin ce qui devait être la der des der. Mais ça, c'est une autre histoire. Julien, on t'écoute, on en est au 8 novembre et les choses s'accélèrent, les événements s'accélèrent. C'est ça. Donc avant la pause musicale, nous avons vu que Georges Clémenceau a informé Raymond Poincaré, qui était président de la République, qu'en fait les Allemands voulaient mettre un terme à la guerre. Et en fait, à l'heure de cette rencontre entre le Tigre et Raymond Poincaré, en fait, il y a une délégation allemande qui est arrivée en secret, en forêt de Compiègne, à l'égard des Recards. Et il fallait que les choses se fassent dans la plus grande discrétion. En fait, la délégation allemande, elle est composée d'un ministre sans portefeuille qui s'appelle Matthias Erzberger, d'un représentant du ministère des Affaires étrangères, le comte Alfred von Oberndorf, du général Deutloff von Winterfeld et bien sûr d'autres militaires et interprètes. Je vous ai cité les principaux personnages composant la délégation allemande. Lors de la rencontre initiale avec Foch, en fait, l'ambiance elle est pour le moins glaciale. En fait, la délégation allemande arrive. Ils sont accueillis par le maréchal Foch qui dit « Qu'est-ce qui amène ces messieurs ?» Qu'est-ce qui amène ces messieurs Qu'est-ce qui amène ces messieurs Erzberger, le principal membre de la délégation, demande quelles sont les propositions de Foch. Foch rétorque qu'il pourra faire des propositions à la seule condition que les Allemands réclament un armistice. « Réclamez-vous un armistice ?» demanda-t-il alors officiellement. Erzberger répond « Nous le demandons ». Un document est alors remis contenant les conditions d'armistice, avec l'ordre de donner une réponse dans les 3 jours. En fait, chacune des délégations est accueillie dans un train spécialement aménagé, et seul un chemin permet la circulation entre les deux délégations pour essayer de temporiser, négocier, faire des aménagements aux conditions d'armistice. En fait, il fallait vraiment être très discret, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul chemin entre les trains des deux délégations. Pendant ce temps, les choses évoluent en Allemagne. Le maréchal Hindenburg rencontre Guillaume II à Spa, c'est là où il y avait on appelle ça le GQG, le grand quartier général allemand, lui demandant d'abdiquer pour empêcher la contagion révolutionnaire, comme on l'a vu tout à l'heure, qui commence à s'étendre petit à petit en Allemagne. L'empereur, bien sûr, refuse.
Le chancelier Max de Bade décide alors de précipiter les choses et il annonce à Berlin, qui était en proie à des manifestations, alors quand je vous dis importantes, c'était des gros mouvements de foule, l'abdication du Kaiser et le renoncement de son fils, qu'on appelle le Kronprinz, Oui, à hériter du trône. Le Kronprinz, voilà, c'était le fils du Kaiser. Son fils, l'héritier. Voilà, c'est ça. Et c'est lui qui avait eu le droit de commander la bataille de Verdun, et ça nous a bien aidé aussi. C'est ça, parce qu'il ça a bien aidé Pétain, parce qu'il avait pas les compétences de son père. Il s'est un peu acharné à défendre, je crois, le côté sud-est, à attaquer le côté sud-est de la ville, qui était très bien fortifié. Il y a des dizaines de milliers d'hommes qui sont morts au combat. Ouais. C'est vrai que c'était pas un grand général, quoi. Voilà. Il était surtout C'était là. un petit peu un caprice qu'il avait voulu C'était commander la bataille de Verdun. Il était là parce que c'était le fils de son père. Exactement. Donc la République, elle est alors proclamée au Reichstag. Alors le Reichstag, c'est le Parlement allemand. C'est le Parlement, oui. Et Guillaume II part en exil aux Pays-Bas, pays qu'il ne quittera jamais puisqu'il va mourir aux Pays-Bas. À Compiègne, les troubles en Allemagne semblent loin. Et en fait, la délégation allemande, elle est vraiment seule. Parce que devant l'impossibilité de prendre des ordres de qui que ce soit, parce qu'en fait c'est des chaos politiques en Allemagne, Guillaume II a abdiqué, on ne sait plus vraiment qui commande, il est demandé un délai supplémentaire de réflexion, refus de Foch qui veut hâter les choses. Nous arrivons donc à ce fameux 11 novembre, 2h15 du matin, Herzberger emmène la délégation allemande pour une dernière fois dans le wagon français. L'histoire a retenu le numéro de ce wagon, c'est le 2439D de la Compagnie internationale des wagons-lits. Une ultime tentative est engagée pour atténuer chacune des 34 clauses de l'armistice. En vain, en fait, les Allemands sont dans l'obligation de signer s'ils veulent mettre fin à la guerre. Entre 5h15 et 5h20 du matin, le document est officiellement signé et l'armistice entre en vigueur partout sur le front à 11h du matin, pour une durée, en fait, au début de 36 jours. Reconduite le 12 décembre. Alors, je te vois venir, Jean-Pierre, tu vas me dire, ça fait pas tout à fait 36 jours. Ils ont un peu anticipé les choses. Puis, le 16 janvier 1919, et ensuite, une dernière fois, le 16 février 1919, et cette fois, c'est pour une durée indéterminée. Parmi les signataires, côté allié, nous avons le maréchal Foch, généralissime des armées alliées. Nous avons l'amiral de la flotte britannique Weymouth, qui est en fait représentant de la marine, le contre-amiral britannique Hope, et le général français Weygand. Weygand, vous avez dû en entendre parler, parce que c'est le futur général en chef des troupes françaises lors de la bataille de France de 1940. C'est lui qui a remplacé le généralissime Gamelin. Oui, et c'est vrai que la conduite de Weygand a été plus héroïque en 1918 qu'en 1940. C'est ça. Pour les Allemands, donc, nous avons le ministre d'État Matthias Herzberger, le général-major von Winterfeld, comme on l'a vu tout à l'heure, qui représentait l'armée de terre impériale, le comte Alfred von Oberndorf, qui était là en qualité de représentant du ministère des Affaires étrangères, et le capitaine de vaisseau Vensolo, qui lui représentait la marine impériale. Dès 11h du matin, le 11 novembre, partout les cloches résonnent et la population se précipite dans les rues, comme à Paris, où la foule se compose d'1 million de personnes. Alors vraiment, là, c'est la liesse. On fête vraiment la fin des combats. Partout sur le front, c'est le clairon qui sonne et la guerre est officiellement terminée. Je vous ai parlé de mouvements de foule, de joie à Paris, mais c'est également la joie à Berlin, où la population était soulagée, enfin, de la fin de la guerre. Mais savez-vous qu'officiellement, aucun mort pour la France n'est tombé le 11 novembre. En fait, malgré 11 000 tués, blessés et disparus, alors c'est à peu près autant que le jour du débarquement de Normandie, c'est pour que vous vous rendiez compte de l'importance de cette journée au niveau du nombre de tués. La journée du 11 novembre ne mentionne aucune perte. Alors vous allez me demander quelle est la raison. En fait, en France, on avait peut-être déjà à l'époque des problèmes administratifs parce que pour éviter les imbroglios, notamment pour l'obtention des pensions pour les veuves de guerre, il a été décidé d'avancer au 10 novembre les morts pour la France le 11 novembre. Le dernier soldat mort pour la France, c'est le français Augustin Trébuchon, qui est tombé dans les Ardennes à 10h55, soit quelques minutes avant la proclamation de la fin des combats. Mais nous allons revenir, parce que nous en avons parlé, aux clauses de l'armistice, et celles-ci, elles sont à la fois nombreuses, la 34, et fondamentales pour l'histoire de l'Europe. Alors, je ne vais pas vous citer les 34 clauses, je vais vous citer les principales. Il y a bien sûr la cessation des combats terrestres et aériens, l'évacuation des territoires occupés en Europe, Afrique, et pour les territoires de l'Est, les troupes allemandes doivent se rendre à l'intérieur des frontières allemandes d'avant août 1914. En fait, les Allemands reviennent aux frontières d'avant la guerre. Rapatriement des prisonniers de guerre
abandon du matériel de guerre en bon état, livraison de 150 000 wagons et 5 000 camions, et livraison aux Alliés des sous-marins. On connaît les dégâts qu'ont causé les sous-marins, même pendant la Première Guerre mondiale, où il y a eu un blocus de l'Angleterre, où ordre avait été donné de s'attaquer à tous les navires, y compris les navires battant pavillon d'un pays neutre. Tous ceux qui on répète que c'est à cause de cela, enfin c'est grâce ou à cause que les États-Unis sont rentrés en guerre, puisqu'un sous-marin allemand a coulé le Lusitania, qui est un navire américain. Ça, au large de l'Irlande. En fait, il s'agit pour les Alliés de mettre à terre l'armée allemande, afin de lui couper toute nouvelle tentative de prendre les armes, le temps de négocier le traité de paix, qui mettra en fait officiellement fin à la guerre. Il faut bien faire la différence, comme on a commencé à le faire tout à l'heure, entre un armistice, qui est un document signé par des représentants politiques. L'armistice met fin aux hostilités pendant les négociations d'un traité de paix. Et la capitulation, qui est autre chose, c'est une décision militaire où l'armée vaincue, elle autorise en fait le transfert de son autorité politique à la nation vainqueur. On va prendre un exemple. À la fin de la Première Guerre mondiale, donc, il y a un armistice qui est signé. L'autorité politique, elle reste entre les mains des Allemands. Contrairement à la capitulation sans condition allemande de 1945, où en plus de la fin des combats, le pouvoir politique en Allemagne, il est transféré aux Anglais, Français, Russes et Américains. Et tout cela aboutit à l'occupation, puis à la partition d'Allemagne. Vous connaissez ensuite. Donc il y a vraiment une différence entre le document politique qui est l'armistice et la capitulation, qui est en fait une armée qui est à bout et qui arrête de combattre. Mais en plus, il y a vraiment un transfert des compétences et des pouvoirs politiques, voilà, d'une autorité à une autre. Est-ce que nous allons faire une petite pause musicale, une deuxième pause musicale, parce que c'est tellement riche, c'est tellement important. Faut que t'ailles boire un coup aussi, Jean-Pierre, je pense. Non, ça va, ça y est, ça va. Allez, petite pause musicale et on revient tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Vous en avez désormais l'habitude sur Radio Grand Lac 92.radiograndlac.com, le deuxième vendredi du mois. Mais là, cette année, ce mois-ci, on fait le troisième puisque c'était le 11 novembre la semaine dernière. Vous avez rendez-vous avec Julien, c'est une autre histoire. Et donc, Julien, il est là, il est fringant, il a une chemise blanche, vous verriez ça, dis donc, comme il est joli. J'ai les boutons de manchette tricolore. Les boutons de manchette tricolore. Pour l'armistice. Tout à fait, pour parler de cet armistice du 11 novembre 1918 qui vient d'être signé là. Maintenant, voilà, dis-nous tout le reste. Alors, avant la pause, vous savez, on a parlé de l'armistice qui allait avoir pour conséquence le traité de paix, qui sera le traité de Versailles. Et celui-ci, il a été signé le 28 juin 1919, comme l'a dit il y a quelques minutes Jean-Pierre. 5 ans jour pour jour, la date n'a pas été choisie au hasard, après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. C'est en fait le déclencheur de la Première Guerre mondiale. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. C'est ça, tout à fait. Par le jeu des alliances. C'est ça. Et Versailles n'a pas été non plus choisi au hasard. Non. Puisque et la c'est galerie ici des glaces qui avait été proclamé, voilà, l'Empire allemand en 1871. Donc en fait, on essaye de boucler la boucle. De boucler la boucle. Voilà, c'est ça. En fait, ce fameux traité de Versailles devait boucler la boucle. Et la boucle, en fait, c'était l'antagonisme franco-allemand pour savoir, en fait, quel pays possédera la puissance continentale. Le traité de Versailles, qui a été appelé par les nazis dans les années 20-30, était appelé diktat, et il conduit, en fait, directement à la Seconde Guerre mondiale, puisque pour les Allemands, il fallait ensuite réparer la honte de la défaite de 1918 et faire de l'Allemagne la puissance européenne majeure. Oui, non, mais c'est sûr que ce traité de Versailles était beaucoup trop dur. C'est ça. Pour les Allemands. Et là, on est passé à côté d'un Deschanel qui a été président de la République, mais qui est tombé malade et qui s'est battu contre ce traité de Versailles. Et malgré toute l'admiration qu'on peut avoir pour Clémenceau, et Dieu sait si j'ai de l'admiration pour lui, ils sont allés trop loin dans ce traité de Versailles, ils ont trop fait. Et en fait, Deschanel lui avait dit, vous êtes allé chercher la guerre, et effectivement, c'est voilà. En fait, il y avait deux écoles à l'époque. Il y avait ceux qui voulaient vraiment mettre à genoux la puissance allemande, oui, en mettant des clauses très sévères, et d'autres qui voulaient des clauses un peu plus souples, mais qui voulaient plutôt une partition de l'Allemagne, en faisant, vous savez, en remettant en fait les États allemands, États allemands, voilà, pour qu'il n'y ait plus une Allemagne puissante et qu'ils soient en capacité de se relever. Et peut-être que ces solutions, avec, vous imaginez, une Prusse, une Bavière, voilà, différents royaumes avec des souverains propres. Et voilà, peut-être comme c'était avant la création. Comme c'était avant, tout à fait.
Où on en était? Oui, donc comme l'histoire est un éternel recommencement, donc le traité de Versailles devait venger aussi l'affront de la guerre de 1870. En fait, si on prend du recul, l'ambition de domination à la fois française et allemande s'est soldée par un échec, parce qu'en fait, qui domina le monde après 1918? Les États-Unis. Et qui dominèrent le jeu politique mondial après 1945? Les États-Unis Et la Russie. L'URSS. Les deux blocs. La Russie, ça marche aussi. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'était encore l'URSS. C'est ça. Vraiment les deux blocs qui vont dominer le monde pendant plus de. Et en fait, c'est la fin de la domination de l'Europe. Tout à fait, c'est ça. Des dominations françaises qui avaient déjà été entamées après la chute de Napoléon en 1816 et qui, là, est complètement mise à terre après 1919 et encore plus après 1940 et la défaite de juin. En fait, la Première Guerre mondiale, véritable guerre civile entre Européens, certains historiens parlent même de suicide collectif de l'Europe, a abouti au début de la fin de l'hégémonie européenne dans le monde. Ce qui devait être la der des der n'était en fait que le prélude à un conflit encore plus meurtrier, encore plus long, encore plus sanglant et encore plus destructeur, celui de 1939-1945. D'ailleurs, lors de l'armistice de juin 40, entre Français et Allemands, Adolf Hitler voulut s'emparer du document original du traité de Versailles. Oui, et en plus, il a voulu que l'armistice soit signé dans le wagon de Foch. C'est ça, tout à fait. Ils ont ressorti le wagon. Au même endroit et tout. Au même endroit. Mais tu vas peut-être le dire plus tard. Je vais le dire plus tard, tout à fait. Les Français voulant. Alors les Français, donc en fait, on remonte un peu le temps. Nous sommes en juin 1940. Adolf Hitler vient pour signer l'armistice, donc français, puisque ce sont les Français en 40 qui demandent la fin des combats. Donc on ressort le wagon, etc. Et donc Adolf Hitler veut l'original du traité de Versailles. Les Français, voulant certainement jouer un peu au plus malin, ils ont accédé à cette requête en remettant une copie du document. Donc vous imaginez la délégation française, alors qui est vraiment apitoyée, parce que c'est vrai que faut vous imaginer la défaite de 1940, c'est vraiment une catastrophe. Oui. On en avait déjà parlé. C'était en juin 2021, c'était l'année dernière qu'on avait parlé. Voilà. Et donc, vous imaginez une délégation française mise à terre et une petite réjouissance. Et ils veulent faire un petit tour à Adolf Hitler en remettant en fait la copie du traité de Versailles. Et en fait, malheureusement, la personne qui était chargée de remettre cette copie s'est trompée et en fait, elle a bien remis l'original du traité, qui a été détruit par les Allemands pour mettre fin au traité de Versailles, et donc l'original n'existe plus. Voilà. Donc, faut vous imaginer les Français qui font un peu, qui se tapent un peu du coude et qui se font des clins d'œil en disant on va bien les avoir. En fait, pas de bol. On leur a donné l'original. Chef, je crois que je me suis trompé là. C'est ça, je me suis trompé de copie. De copie. C'est quoi, c'est la copie ou c'est l'original? Je sais plus. Mais cela, le 11 novembre 1918, les peuples d'Europe ne le savaient pas encore, bien sûr. Nous sommes loin de la Première Guerre mondiale, loin, 21 ans. Et l'heure était plutôt à la liesse populaire, mais également dans chacune des familles de France, au temps du deuil, de la réparation des biens, des corps et aussi des âmes. Tout à fait, surtout, oui. C'est ça. En fait, il faut se rendre compte que le 11 novembre 1918 marque la fin d'un terrible conflit avec un bilan désastreux. On parle de 9 millions de morts et disparus, 21 millions de blessés, des régions entières, donc le nord de la France, l'est de la France, dévastées, des milliers d'hectares pollués, impropres à l'agriculture, parce que là, on est encore dans une France qui est à majorité rurale. Bien sûr. Et ce sont des centaines de milliers d'hectares que l'on ne peut plus cultiver. Ah oui, parce qu'il y a des obus de partout. Et encore aujourd'hui, il y a des zones, notamment dans l'agglomération de Verdun, sur les champs de bataille, que l'on ne peut plus cultiver. Il y a même des villages qui sont rayés de la carte. C'est ça, les villages morts pour la France. Les villages notamment le village de Fleuris. Oui, tout à fait. Fleury près de Haumont, un truc comme ça. C'est ça, tout à fait. Et il y a encore un administrateur, un maire, qui est nommé par le préfet, mais il n'y a plus personne, parce qu'il ne reste plus que quelques pierres. Et d'ailleurs, si vous vous rendez sur place, vous avez l'état du village avant la guerre. Donc, par exemple, vous avez ici se trouvait l'église. Donc, vous avez une photo de l'église et vous avez maintenant l'église actuelle, c'est-à-dire en fait trois cailloux, quoi. Enfin, ces villages ont été rayés de la carte. En fait, c'est un véritable cataclysme. J'ai parlé des blessés. On a tous en image ces malheureux gueules cassées. Oui, bien sûr. Qui
qui ont eu Les leur gueules vie. cassées, les fous, les aliénés. C'est ça, les fous, les aliénés. Enfin, faut vous les imaginer estropiés, les handicapés, les invalides. C'est ça. Incroyable. Également les troubles. Jean-Pierre, tu vas pouvoir m'aider. Les troubles psychologiques après la guerre, les traumatismes. Oui. ben Les voilà. traumatismes post-guerre. Voilà, oui, tout à fait. C'est oui. ça. Bah, Donc, les on gens parle- étaient devenus fous. C'est ça, on parle de milliers de personnes. Il faut vous rendre compte que dans les tranchées, on vivait dans des conditions qui étaient vraiment exécrables. Et puis le déluge des obus du matin au soir, du soir au matin, ça Soit- n'arrêtait pas. Surtout du côté Ça me rendait français, parce que les tranchées françaises étaient quand même beaucoup moins protégées que les tranchées Vraiment. allemandes. Et il faut vous imaginer des nuits entières sans dormir. Ouais. Et le matin, eh ben, on fait sonner le clairon, il faut partir à l'assaut. Enfin, vraiment des conditions, mais incroyable. Ça me fait penser la semaine dernière là, des jeunes d'Albins qui ont lu des témoignages de poilus écrits donc à leur famille, et il y en a un qui écrit que il y a eu donc une bataille, il y a eu un déluge d'obus quelques jours avant, et que en fait dans les tranchées tu n'entendais que le mot maman, parce que tous les soldats en train de mourir et tout appelaient leur maman. Voilà, donc ouais. Non, mais des conditions vraiment exécrables. Et ça valorise encore plus l'héroïsme des poilus français qui ont vécu pendant 4 ans dans des conditions, les rats, la bouffe, vraiment. Et le respect qu'on ah leur oui. doit. Vraiment, même s'il n'y en a plus, il faut toujours s'en souvenir. Nous allons parler dans un instant du devoir de mémoire. Donc, signe que le 11 novembre est un jour particulier dans notre histoire, avec un grand H, cette date a été choisie pour différents moments commémoratifs. En fait, c'est le 24 octobre 1922 que fut instauré le 11 novembre comme jour férié, consacré à la mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale. Il n'y a plus de vétérans en France, donc c'est le président Nicolas Sarkozy qui, par une loi du 28 février 2012, fixe le 11 novembre comme jour de commémoration de tous les morts pour la France. En fait, il faut savoir que le 11 novembre, nous rendons hommage avant tout à tous les Français poilus morts pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi plus largement aux morts pour la France. C'est pour ça que l'on cite les morts de l'année qui sont morts malheureusement au Mali, Voilà, en 2021, en 2022. Lors des cérémonies commémoratives, on cite toujours les soldats français morts en opération extérieure. Savez-vous d'ailleurs que la première fois qu'une minute de silence a été observée en hommage aux morts pour la France, la tradition, ça l'a été à l'occasion d'un 11 novembre. C'était en 1920. Le même jour, 11 novembre 1920, jour très important puisque c'est le jour de l'accueil du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris, lors d'une cérémonie solennelle, quelques heures après le transfert du cœur de Léon Gambetta, qui était ministre de la Défense lors de la guerre, franco-prussienne de 1871. D'ailleurs, que Donc, savons-nous le transfert de ce cœur au Panthéon. Oui, c'est ça. Oui, j'ai pas dit Panthéon. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu l'as dit, le mal est réparé. D'ailleurs, que savons-nous de son soldat inconnu ? Eh bien, nous savons qu'il a participé au combat dans un des principaux champs de bataille de France. En fait, on avait choisi à l'époque 9 cercueils tirés de 9 champs de bataille. Oui. Il y avait une incertitude sur la nationalité du 9e. Oui, Donc on l'a tout à fait. retiré. Donc il ne restait que 8 Oui. cercueils. Donc on est sûr que ce soldat inconnu est français. Les Français. Comment on peut le savoir ? Parce qu'il avait un uniforme, un armement français. On a peut-être pu trouver aussi des papiers, mais sans la photo d'identité. Donc c'est une certitude. Le matricule. Il est français. Le matricule également. Le 10 novembre 1920, c'est le soldat Auguste Tin qui était de garde dans la citadelle de Verdun, et il est désigné par André Maginot Maginot, qui était ministre de la Défense. de la Défense, qui va rentrer dans l'histoire pour la ligne Maginot. Ministre de la guerre à cette époque-là, bien sûr. Oui. Pour choisir lequel des 8 cercueils placés devant lui sera enterré donc le lendemain, le 11 novembre 1920, sous la dalle sacrée, qui est en fait la dalle qui est Sous l'Arc de Triomphe. sous l'Arc de à Paris. Triomphe, voilà, Place au-dessus il est de noté l'Étoile. en mémoire du soldat inconnu. Donc ce soldat Auguste Tin, il appartenait au 132e régiment. Donc il a expliqué donc qu'il il a a- additionné le 1, le 3, Il a tout calculé le 2, pour être vraiment le plus juste c'est possible. ça. Voilà. On arrive à 6. Et il appartenait aussi au 6e corps. Et donc, pour lui, il lui parut logique de déposer le bouquet d'œillets, blanches et rouges, sur le 6e cercueil. Et désormais, le soldat inconnu vous semble un peu moins inconnu, parce que vous connaissez un peu son histoire. Autre cérémonie du 11 novembre emblématique, celle de 1923, au cours de laquelle fut allumée pour la première fois la flamme éternelle par André Maginot. Et cette flamme, elle est rallumée tous les jours à 18h30 sous l'Arc de Triomphe. Quand vous assistez aux cérémonies commémoratives à Paris le 11 novembre et même le 8 mai, vous voyez le président avec une torche, ouais. une perche, voilà, rallume la flamme. En fait, c'est du gaz en fait qui sort et il rallume
cette flamme, cette flamme date du 11 novembre 1923. Elle n'a jamais été éteinte, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Enfin, comment ne pas citer le 11 novembre 1940, où, dans Paris occupé, les Français défilèrent malgré les interdictions des Allemands en entonnant la Marseillaise. En fait, ce 11 novembre 1940, c'est un des tout premiers signes de la résistance face à l'occupant. En fait, le 11 novembre est plus qu'une date commémorative, mais bien un symbole, celui d'une France en paix, honorant l'ensemble de ses héros tombés au champ d'honneur. Mais dans notre histoire, le 11 novembre est aussi un jour tragique. Je vais y revenir brièvement. Si nous remontons le temps jusqu'à l'année 1942, c'est en fait le 11 novembre que débute l'opération Anton, qui est l'occupation de la zone dite libre par les Allemands, causant son cortège de rafles, d'exactions, de privations. Mais ça, Jean-Pierre, c'est une autre histoire. Merci Julien, merci pour cette évocation émouvante. Et c'est toujours émouvant quand on parle du 11 novembre 1918, parce que c'est notre histoire, parce qu'on a tous connu des membres de notre famille qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. On a toujours entendu parler de ça. Tous les villages et villes de France ont un monument mort. Et c'est vrai que quand vous regardez, la seule ville de France où il y a plus de morts de la Seconde Guerre mondiale que de la Première, c'est l'île de Saint. Ouais. Sinon, toutes les villes de France ont un nombre de morts plus important pour la Première Guerre mondiale. Oui, parce que la Seconde Guerre mondiale, elle est très courte. C'est ça. Bah voilà, c'est pour ça que c'est mai-juin, c'est ça. Mai-juin 40, quoi. La Première Guerre mondiale, on l'appelle la Grande Guerre, parce que nous avons combattu pendant plus de 4 ans, enfin, dans les conditions que l'on a décrites. D'ailleurs, même les anciens, quand ils parlaient de la Seconde Guerre mondiale, ils disaient pas 39-40, mais... Oui, ils disaient 40. 39-40, c'était pour eux la guerre de 39-40, c'est ça. Puisqu'elle avait commencé en septembre 39, mais qu'elle a vraiment explosé au mois de mai. Le 2 mai, oui. On refait une courte pause musicale et puis ensuite on va se poser quelques petites questions. Allez, à tout de suite. C'est une autre histoire. Radio Grand Lac, ne partez pas. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Toujours en direct sur Radio Grand Lac, 13h49. On termine cette émission mensuelle avec l'ami Julien, notre chef du service historique de Radio Grand Lac. Et donc, il nous a expliqué comment s'est déroulé le 11 novembre 1918, comment est arrivé ce 11 novembre 1918 et quelles en ont été les suites, avec notamment le traité de Versailles. Et puis, il faut bien le dire, la Seconde Guerre mondiale. Julien, si ça vous intéresse, il y a un auteur très intéressant qui s'appelle Jacques Bainville, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Les conséquences politiques de la paix, qu'il a écrit juste après la Première Guerre mondiale et qui décrit exactement ce qui va se dérouler. La crise des Sudètes, les problèmes du traité de Versailles. Enfin, c'est incroyable quand on s'imagine. Le traité de Versailles, c'est qu'on a humilié un pays. Quand on humilie un pays, forcément, il veut se venger. C'est ça, tout à fait. Et donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais là, nous allons parler du wagon. C'est ça, le wagon. Cet armistice a été signé dans un wagon. Il me fait rire, le Julien en face. Et donc, donc cet armistice a été signé dans un wagon. Le wagon de Foch, comme on l'appelait. Qu'est devenu ce wagon, jeune Julien ? Après la signature du 11 novembre, le wagon allié retrouve sa fonction d'origine, à savoir un wagon-restaurant. Est-ce que c'était bien un wagon qui appartenait personnellement à Foch, ou c'est un wagon, on l'appelle le wagon de Foch? Non, on l'appelait, en fait, il appartenait à la compagnie des wagons-lits, et on l'appelait le wagon de Foch parce que c'est là qu'a été signé l'armistice. D'accord. Et après la guerre, il a été attribué notamment à la présidence de la République. Et en fait, il a fallu attendre une demande officielle de Georges Clémenceau pour que ce wagon devienne un lieu historique, avec sa présence, dans un premier temps, dans la cour d'honneur des Invalides, donc le 27 avril 1921. Et en fait, il restera dans la cour d'honneur des Invalides jusqu'en 1927. Mais en fait, il restera à l'extérieur. Et donc, il va commencer à prendre l'eau. À prendre l'eau, voilà. Il était entouré de canons. Enfin, c'était un lieu de mémoire. Mais il commençait un peu à partir en décrépitude. Et en fait, c'est grâce au concours financier d'un Américain qui s'appelle Arthur Henry Fleming. Rien à voir avec l'inventeur de la pénicilline. Je pense que, vu l'état de Jean-Pierre, parce qu'il est à l'agonie, là, je pense qu'il Non, je suis en pleine forme. Non. Je vous jure que non, chers auditeurs, je suis en pleine forme. Le wagon, il est restauré. Alors d'ailleurs, il faut quand même attendre qu'il y ait un Américain qui soit sensibilisé au sujet pour restaurer et convoyer le wagon dans la clairière de Rotonde, où
je vous laisse deviner, le 11 novembre 1927 est inauguré un espace abrité consacré à la mémoire, un espace spécialement aménagé. 11 novembre 1927, on est encore dans le 11 novembre. Juin 1940, le wagon de l'armistice va de nouveau entrer dans l'histoire, pas pour les mêmes raisons qu'en 1918. En fait, c'est suite à la débâcle française et à la demande d'armistice, Hitler demande à ce que le document mettant fin au combat en France en 1940 soit signé là où a été vécue l'humiliation de 1918. Donc on ressort le wagon, en fait même pour le ressortir, on casse un bout de l'immeuble, enfin de l'immeuble, du bâtiment où il était, il a fallu le ressortir, et on accueille les délégations qui ont signé l'armistice le 22 juin 1940. En fait, à la demande d'Adolf Hitler, la clairière, elle est dépourvue de toutes ses inscriptions mémorielles. Il y a une inscription, c'est ici que l'on mit fin à la barbarie allemande, ou quelque chose comme ça. Et donc, bien sûr, on efface, voilà, on enlève les statues, parce que c'était surtout les statues, notamment de Foch. Donc, et le champ, donc en fait, la clairière devient un champ dédié au labour. En fait, rien ne doit subsister de l'humiliation de 1918. Le wagon, pour sa part, il est envoyé à Berlin, où il est exposé brièvement devant la porte de Brandebourg. Et en fait, on en profite pour faire une collecte pour la Croix-Rouge allemande, pour les blessés et familles de tués de la Seconde Guerre mondiale. Nous arrivons en avril 1945 avec la déroute allemande, cette fois, et l'occupation du territoire par les Alliés. Et là, c'est les SS, sur l'ordre d'Hitler, qui mettent le feu au wagon pour vraiment le faire oublier. Il ne reste aujourd'hui que quelques souvenirs en métal qui ont réchappé aux flammes. Alors en fait, comment on les a retrouvés ? Eh ben, en fait, ce sont des personnes, des particuliers qui ont retrouvé ces bouts de métal pendant la guerre froide, qui les ont gardés chez eux. Et en fait, à la fin de la guerre froide, nous sommes en 1991-1992, et ben en fait, il y a le chef d'état-major allié des troupes occupantes qui reçoit parce que là, oui, on était dans zone soviétique, et qui reçoit un appel en disant je crois qu'on a retrouvé des choses qui peuvent intéresser les Français. Et en fait, ce sont les vestiges de ce wagon. Donc on a le blason en métal de la compagnie des wagons-lits. Donc aujourd'hui, si vous allez à Retonde dans la forêt de Compiègne, si vous vous rendez sur place, vous verrez ce wagon. Alors c'est pas le wagon original, c'est aussi un wagon de la compagnie des wagons-lits. Est-ce qu'on est sûr que c'est la copie là où on est pas? Là c'est bien une copie. C'est bien une copie. Ils avaient brûlé la copie, c'est bien le vrai. Donc non, là c'est bien une copie. Et je vous laisse deviner la date de l'inauguration donc de ce mémorial. Eh bien oui, c'était le 11 novembre, mais de l'année 1950. Toujours une histoire incroyable, ce wagon qui a été donc sorti, qui était à Retonde le 11 novembre 1918, puis en juin 1940, pour ensuite être détruit, mais quasiment en intégralité, parce qu'il reste que peu d'éléments. Et si vous allez aujourd'hui au mémorial de Retonde, donc vous avez aussi des vêtements personnels de Foch, vous avez donc bien sûr des éléments en métal du wagon-lit, et puis tout un parcours sur l'histoire de l'armistice, le 11 novembre, ce que nous avons pu voir là durant l'heure durant cette heure qui vient de passer. Et donc alors, le 28 juin, donc on signe le traité de Versailles. C'est ça. Donc Clémenceau impose contre les avis du Parlement, contre les avis de Poincaré, qui était quand même lorrain et qui voit une haine à l'Allemagne, mais qui disait attention, vous allez trop loin. Deschanel, pareil, président de la Chambre. Le président américain aussi, qui voulait aussi ménager les Allemands. Wilson, voilà. Lloyd George, un petit peu pareil. Et puis finalement, on fait quand même ce traité de Versailles. Et Hitler en profitera pour monter un peu sur cette haine anti-française et ce désir de revanche. Avec la théorie aussi, comme je vous l'ai dit, du coup de poignard dans le dos. En fait, où, pour Adolf Hitler, les militaires et les politiques ont mis fin à la guerre, alors que l'Allemagne, pour lui, n'était pas battue, puisque les Alliés n'étaient pas entrés sur le sol allemand. Ce qu'on appelle le coup de poignard dans le dos, en fait. En gros, pour prendre des termes contemporains, c'est la trahison des élites, en fait, contre le peuple. Voilà. Tout à fait, voilà, oui, tout à fait. Les Alliés n'étaient pas à Berlin, à assiéger Berlin. J'étais même très très loin d'y aller. C'était même très très loin. Mais je pense que de toute façon, si on avait dû mener une guerre longue, les Allemands étaient vraiment au bout, et les Alliés étaient pas bien mieux. Étaient pas bien mieux non plus, parce que on avait peut-être oui, alors par les contre, Américains. Voilà, on avait l'aide américaine, on avait un peu l'apport aussi de toutes les troupes coloniales
que ce soit du côté de la Grande-Bretagne, de la France. Donc un nombre d'hommes très important, mobilisés et mobilisables. C'est très important parce qu'il faut aussi remplacer par des troupes fraîches les troupes qui sont soit tombées, soit blessées, soit portées disparues. Et c'est vrai que de ce côté-là, l'avantage était aux Alliés, mais il fallait arrêter le plus vite possible cette boucherie parce que toutes les familles de France étaient concernées par un proche qui était soit décédé, soit blessé, soit perdu, ce qui est encore le cas. Et d'ailleurs, récemment, on retrouve encore des corps dans des champs qui remontent de terre. Et puis, on arrive maintenant, grâce à l'ADN, à les identifier et on arrive à retrouver les descendants de ces malheureux tombés au champ d'honneur parce qu'en fait, ils sont inscrits, mais ils sont inscrits comme disparus au combat et pas comme morts au combat. Et pas comme pour la France. Voilà. Et donc, mais maintenant, on sait bien sûr avec le temps qu'ils sont morts au champ d'honneur. Enfin, voilà. Et puis donc, la Première Guerre mondiale aussi, vraiment l'archétype de l'héroïsme des soldats, parce que même si on entend parfois qu'il y a eu des mutineries, mais la très grosse majorité des soldats ont été hyper disciplinés et voués à leur tâche. Enfin, chaque soldat avait conscience qu'il défendait la France et une partie du territoire qui était le sol sacré. Enfin, dans des conditions effroyables. Effroyables. Il faut vous imaginer une population française donc rurale, dont la taille ils étaient plus petits les Français de l'époque que ceux de maintenant. Et vu qu'ils étaient ruraux, ils avaient plus l'habitude de mener des conditions de vie très difficiles. Il faut vous imaginer en fait bien sûr. D'ailleurs, quand vous regardez les photos des poilus de l'époque, ce sont des personnes qui ont la vingtaine. Et quand vous voyez, vous avez l'impression qu'ils ont 40 ans en fait. Parce que c'est des conditions de vie qui étaient très difficiles. Il faut bien penser à ces poilus qui sont partis à la guerre. Alors à une époque où le service militaire était de 3 ans. Donc il y en a qui ont enchaîné 3 ans de service militaire et 4 ans de guerre. Il y en a, ils sont partis notamment dans un village pas très loin de là. Le fils de famille est rentré à la maison en 1919 ou début 1919 ou fin 2018. Il y avait 6 ans qu'il n'y avait plus personne dans la maison, que ses parents étaient morts, que son frère aîné était mort, que la jeune sœur était morte et tout. Il est rentré, il y avait 6 ans. Il y avait 6 ans qu'il n'y avait plus rien dans la maison, puisque ça fait partie de cette classe qui a fait ses 3 ans de service militaire et 4 ans de guerre. Donc, ils sont partis 7 ans, les jeunes. Si ce ne sont pas des héros, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui. Puis, avec des moyens de transport qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, parce que quand vous aviez 15 jours de permission, vous ne pouviez pas rentrer chez vous. Vous étiez en permission, mais à quelques kilomètres du front, parce que vous pouviez toujours être appelé en dernier secours en cas d'attaque, etc. Enfin, vraiment, vous étiez mobilisé tout le temps. Ce sont des gens qui sont partis le 3 août 14, la fleur au fusil, en étant persuadés qu'avant Noël, ils seraient de retour. Mais une guerre courte et joyeuse. Une guerre courte et joyeuse, ça n'a pas été ça. Et puis il y a eu les Foch, il y a eu les Joffre, il y a eu les Gallieni, il y a eu Pétain quand même, Pétain qui a été un grand général donc la Première Guerre mondiale. On ne parle Verdun, notamment. On ne parle pas bien sûr du Pétain d'après que l'on connaît, mais voilà donc cette guerre qui a fait des héros français quand même. C'est ça. Hein, qui a fait des héros. D'ailleurs, si vous allez aux Invalides, vous avez le tombeau de Foch, face à Lyotet, qui est magnifique. Enfin, vous voyez les poilus qui portent le cercueil. Enfin, c'est une œuvre d'art. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Ouais. Et puis bien sûr, Joffre, les taxis de la Marne et tout. Voilà. Merci Julien. Merci à vous pour votre écoute. C'était passionnant. On pourra encore en parler des heures et des heures. Mais voilà, il faut qu'on laisse l'antenne parce que ce soir à 19h, il y a notre ami Christian avec La Note Bleue, l'émission de jazz. Christian et Julien qui seront là ce soir. Pas le même Julien, un autre Julien. Donc je viens de recevoir un message qui me dit ton arrière-grand-père, donc le mien, qui s'appelait aussi Julien, a combattu, a été gazé pendant la Première Guerre mondiale. Donc comme quoi, dans toutes les familles, on a toujours, on a des témoignages comme ça. Et heureusement qu'on a encore le souvenir des familles qui peuvent témoigner de l'héroïsme et du sacrifice des ça part. Donc il faut bien continuer à écouter les témoignages. C'est très très important. Donc ce soir, la Note Bleue, c'est l'émission du jazz. Ils recevront le Jazz Club de Savoie. Donc une très belle émission encore une fois de 19h à 20h30. Bon après-midi. Et on se revoit quand ? Écoute, le 9 décembre. Le 9 décembre. Tu veux venir quand, toi? Parce que maintenant. Moi, je viens quand je veux. Tu fais un petit peu ton agenda. Moi, vous me laissez les clés, je m'installe. Le 9 décembre, et là, on va parler de Napoléon. C'est ça. On va parler. Une des pages les plus glorieuses de l'histoire de France aussi. Le soleil d'Austerlitz. Voilà, le 2 décembre 1805. Très bien, voilà.
Je voulais voir s'il suivait. C'est très bien. 2 décembre, qui est aussi une grande date. Et oui, le couronnement de Le l'empereur, couronnement, 2 décembre 1804. Austerlitz, et puis le coup d'état du neveu. On en devrait aussi 1851. mettre férié le 2 décembre, Jean-Pierre. 2 décembre. Allez, c'est parti. Merci Julien pour ta bonne humeur, Merci. pour ton sourire, pour tes connaissances. C'est toujours un plaisir. C'est une autre histoire. C'est sur Radio Grand Lac et nulle part ailleurs. Bon après-midi à toutes et à tous. On vous aime, on vous adore. Au revoir. Bon après-midi.